Semaine de tous les dangers sur les marchés financiers. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va le voir ce matin, énormément de catalyseurs géopolitiques, macroéconomiques, microéconomiques et techniques sur l'économie mondiale et les marchés financiers cette semaine. Alors, ça veut dire que potentiellement, il y a un certain nombre de dangers, mais ça va nous offrir aussi éventuellement un certain nombre d'opportunités. Et c'est exactement ce dont on va parler ce matin. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et c'est parti, on démarre tout de suite. Comme je vous le disais, on a ce qu'on appelle une busy week, une semaine particulièrement chargée. Alors ça a déjà commencé un petit peu hier et j'ai envie de dire ça a plutôt bien commencé puisque on avait les dates butoirs des tarifs douaniers entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne qui arrivaient un petit peu à leur terme. C'est-à-dire que voilà, il fallait trouver une solution. Alors bonne nouvelle, globalement, attention, je prends des pincettes et je mets entre guillemets, bonne nouvelle puisqu'il y a un accord de dernière minute qui a été trouvé entre les États-Unis et l'Union européenne avec des tarifs douaniers à 15%, ce qui est en deçà de ce qui avait été annoncé initialement. Alors maintenant, évidemment, on va pas se le cacher, c'est pas une si bonne nouvelle que ça pour l'Europe. Ok, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers et pour l'économie, mais pour l'Europe en elle-même, c'est quand même pas extraordinaire. Et d'ailleurs, ça se ressent directement sur le cours de l'euro qui retrace très fortement face au dollar américain. On y reviendra un petit peu après. Et il y a eu une autre bonne nouvelle, c'est le fait que la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine est de nouveau prolongée de 90 jours. Ce qui augmente, on va dire, la détente actuellement sur les marchés. Et ça se ressent sur le cours du VIX, vous le voyez ici, qui repasse sous les 15 points. Donc globalement, d'un point de vue géopolitique, on a un début de semaine qui démarre plutôt bien. Mais attention, c'est loin d'être terminé. Et dès cet après-midi, on va avoir de nouveaux catalyseurs assez importants à observer, avec notamment la confiance des consommateurs américains, qu'on avait vu augmenter sur les mois précédents de manière assez surprenante, et le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi. Là, on devrait avoir une petite diminution selon les estimations. Demain, on entre dans une journée encore plus dense, encore plus compliquée, puisqu'on aura notamment les résultats de la croissance sur la zone euro au deuxième trimestre, et là, une croissance qui devrait ralentir à 1,2%. Là aussi, ça explique le comportement de l'euro. Voilà, les marchés anticipent un affaiblissement économique de la zone euro et donc de sa monnaie, comme on le voit ici à l'écran. Ok ? Ça, c'est côté européen. Et l'après-midi, côté américain, on aura les créations d'emplois dans le secteur agricole ADP, qui sont attendues en hausse. On aura aussi les chiffres de la croissance avec le PIB au deuxième trimestre qui est attendu en hausse à 2,4% contre moins 0,5% au premier trimestre, rappelez-vous, ce qui serait là un bon signal. Et on terminera la journée en beauté avec le FOMC. Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors, sauf énorme surprise et énorme retournement de situation, les taux devraient rester à 4,5% malgré le fait que Donald Trump demande sans cesse à Jérôme Powell de les baisser. Il faudra probablement plutôt attendre le mois de septembre pour avoir une nouvelle baisse de taux. Mais les marchés en ont conscience et c'est quelque chose qui est déjà en train d'être pricé. C'est-à-dire que les marchés sont déjà en train d'intégrer dans les cours le fait que les taux vont baisser à la rentrée. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, les amis, sur vos investissements et sur vos prises de position à moyen terme sur les marchés. Mais attention, c'est pas fini. Jeudi, on continue avec du costaud puisqu'on aura les résultats des PMI en Chine, une nouvelle décision de la Banque centrale japonaise sur les taux qui devraient eux aussi être maintenus à 0,5%. On aura les chiffres de l'inflation et du chômage dans un certain nombre de pays européens. Et puis surtout, l'après-midi, on aura les résultats des PCE, donc indice des prix à la consommation des ménages au mois de juin, aux États-Unis. Donc là, résultat évidemment très important, résultat direct de l'inflation. Je rappelle que les chiffres PCE, c'est les chiffres de l'inflation les mieux pondérés, les plus précis et qui sont donc pris davantage en considération par la Fed pour l'ajustement de la politique monétaire. Attention, c'est toujours et encore pas fini, puisque vendredi, on aura du costaud aussi avec cette fois-ci les chiffres de l'inflation au mois de juillet en Europe, d'accord ? Et surtout, l'après-midi du côté américain, le rapport NFP sur l'emploi. Donc on a du très lourd en termes de catalyseurs macroéconomiques, mais on a aussi du très lourd en termes de catalyseurs microéconomiques, puisqu'on aura
de très grosses entreprises, et notamment celles des 7 magnifiques qui vont publier cette semaine, avec notamment Meta et Microsoft mercredi soir, et Amazon et Apple jeudi soir. Ça aussi, c'est un élément, ce sont des éléments qui peuvent amener de la volatilité sur le cours de ces actions, et donc sur le cours des indices américains. Donc il y aura aussi probablement des opportunités à saisir de ce côté. D'ailleurs, les indices américains, pour l'instant, continuent de merveilleusement bien se porter. On le voit ici avec le S&P 500 qui a dépassé les 6400 points. Même chose du côté du Nasdaq qui a dépassé les 23 400 points. Le retardataire, c'est le Dow Jones qui est un petit peu plus en difficulté. Alors, le Dow Jones, comment on va pouvoir le travailler du fait de sa structure actuelle? Vous voyez ici, je vous ai mis un petit dessin. Effectivement, il y a un monde où le Dow Jones pourrait être rejeté sur ce niveau de résistance et revenir travailler sur les 43 300 points. Attention, ça ne veut absolument pas dire que je vais vendre le Dow Jones pour venir chercher ici. Par contre, si on était amené à revenir travailler ce niveau, alors j'en profiterais pour acheter. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est si on a une cassure de la structure actuelle et un retest, alors je profiterai justement de ce retest, excusez-moi je vous le dessine mieux que ça, pour pouvoir activer une position à l'achat et aller chercher de la découverte de prix. Mais pour le moment, dans la situation actuelle, je n'ai rien à faire. Puisqu'on est sous un niveau de résistance, j'ai pas envie de vendre étant donné le flux, étant donné la structure actuelle, donc je patiente. Soit pour un retracement, soit pour une cassure de structure qui serait un signal haussier supplémentaire. Ok ? Donc vous voyez que ma position sur le S&P 500 à l'instant se porte bien. Notre position sur le Russell 2000 se porte bien aussi. On s'approche d'ailleurs de notre TP final à 2300 points. Et sur le Dow Jones, on est plutôt en phase d'observation. D'ailleurs, l'analyse que je vous présentais à l'instant sur le Dow Jones, on peut la retrouver un petit peu sur le Nikkei, l'indice japonais. Effectivement, alors on l'avait acheté il y a quelques semaines de ça. Et là, vous voyez qu'on vient de casser une nouvelle structure, une nouvelle résistance daily par le haut. Et là, on est en train de la retester. Et bien potentiellement, ça pourrait constituer un niveau intéressant d'achat pour aller chercher de nouveaux ATH et pourquoi pas de la découverte de prix. Je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord de si j'exécute une position sur le Nikkei. Pour le moment, ce n'est pas forcément l'actif que j'ai envie principalement de travailler. Donc j'observe ce qui se passe, mais j'en suis encore dans un processus d'observation et de réflexion. C'est-à-dire que je n'ai pas encore du tout pris de décision. Ok ? Petit mot rapide sur les indices européens et notamment sur le CAC 40. Mon objectif est toujours le même, revenir travailler sur les 7300 points. Et pour pouvoir reprendre une position vendeuse, j'aurais besoin qu'on vienne chercher ce high à 7957 points. Hop, et ensuite qu'on reparte vers le bas. Donc en gros, une position qui pourrait, attention, ça ne veut pas dire que je vais l'exécuter, pas du tout, qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Okay. Là aussi, même chose, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord de si j'exécute cette position et de comment je l'exécute. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait. Le DAX est toujours en phase de consolidation et le FTSE, l'indice britannique, lui, qui continue de bien progresser, mais pas forcément d'analyse plus précise que ça pour le moment sur ses actifs. Je reviens un petit peu sur la partie Forex et sur euro-dollar dont on a parlé précédemment dans cette vidéo. Donc on l'avait acheté sur une partie du mois de juillet, l'euro-dollar, ça s'était très très bien passé. Et la semaine dernière, je vous avais partagé mon analyse comme quoi je m'attendais potentiellement à un retournement sur ces niveaux, au niveau des 1.117, d'accord, 175 pardon, pas 117. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors j'ai pas pris la position vendeuse parce que c'était quand même un petit peu contre la tendance, on avait un euro qui était plus fort que le dollar, mais c'est vrai que les dernières actualités géopolitiques et macroéconomiques ont un petit peu inversé la tendance, et en plus de ça, il faut noter quand même que le dollar américain est sur son premier mois positif depuis le début de l'année 2025. Donc, à court terme, on a une tendance un petit peu différente, donc c'est pour ça que je suis resté en dehors. Et de toute façon, c'est pas grave non plus, il n'y a rien de problématique, puisque tant que le dollar reste sous les 100 points, pour moi, il n'y a pas forcément de problème, il n'y a pas forcément de danger. Ok ? Donc, pas de souci de ce point de vue là. Voilà, sur la partie forex, j'ai pas forcément grand chose d'autre à rajouter. Moi, je suis toujours dans cette position haussière et acheteuse sur l'euro GBP, dont je vous avais déjà parlé, qui se passe merveilleusement bien. Le GBP USD a réintégré pour moi un niveau assez intéressant. Ici en daily, on voit qu'on est repassé sous cette polarité, ce qui potentiellement pourrait être annonciateur d'un retracement. Maintenant, voilà, j'essaye de pas trop m'éparpiller durant la période estivale et de pas avoir une exposition trop importante au marché. J'essaye de rester sur quelques actifs, sur quelques paires pour avoir vraiment un travail efficace et une gestion psychologique de mes positions assez pertinente. Mais
voilà, peut-être que je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans le serveur Discord, encore une fois, dans la semaine ou dans les prochaines semaines, justement. Petit mot rapide sur les matières premières, le gold qui revient sur nos précédents prix d'entrée, rien de spécial, et le pétrole qui est toujours à proximité de sa polarité daily, weekly. Pas grand chose à dire de ce point de vue là pour le moment. Côté crypto, Bitcoin lui est toujours dans cette phase de latéralisation, de consolidation, et personnellement mon scénario d'un retour à 112 000 $ est selon moi toujours envisageable. D'accord, voilà, c'est ce que je pense le plus probable aujourd'hui, c'est d'avoir une déviation vers les 112 000 $ pour ensuite réintégrer les 116 000 et repartir en découverte de prix. Je pense que ce serait vraiment très pertinent d'avoir cette petite phase de correction, cette petite phase de manipulation. On en a eu une toute petite ici, qui a été selon moi un petit peu trop courte, pour revenir chercher certains déséquilibres, revenir s'appuyer sur des supports précédents, d'accord, récupérer de la liquidité, peut-être créer un petit peu de panique aussi, sortir les acheteurs agressifs qui sont rentrés dernièrement et repartir à la hausse de la plus belle des manières. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, encore une fois, pas du tout, d'accord, mais en tout cas, une petite déviation vers le bas avant de continuer à progresser me paraît tout à fait probable et très pertinent. On a une dominance de BTC qui est toujours à proximité des 61,3%, d'accord, elle a rebondi un petit peu la semaine dernière, ce qu'il faudrait c'est vraiment bien passer en dessous de ce niveau-là pour redonner du gaz aux altcoins, même si on voit quand même qu'Ether, lui, malgré le petit ralentissement de BTC, continue de progresser. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a atteint les 3900 points pardon, sur Ether, ce qui est une très bonne nouvelle. Et par contre, on arrive voilà, à proximité de cette grosse résistance des 4100 points. Pardon. Moi, c'est un niveau très important. Déjà, c'est un premier niveau sur lequel je vais prendre un petit peu de profit. Alors attention, ça ne veut pas dire que je vais sortir une grosse partie de ma position. Non, mais je vais commencer à la sécuriser et à récupérer des gains. Et surtout, ça va être hyper intéressant de voir comment le prix va réagir. Si on arrive à break ce niveau des 4000 points sur Ether, ça peut être extraordinaire. Je pense qu'on ira très rapidement chercher les anciens ATH à 4800 et derrière on pourra partir en découverte de prix pour aller chercher des targets à 6, 7, 8, 9, même peut-être 10 000 $ sur ce cycle-là. Je vous invite d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et selon vous, à combien sera le top d'Ethereum sur ce cycle. Maintenant, il y a aussi une option où on serait potentiellement rejeté sur ce niveau des 4000 et donc où il faudrait potentiellement envisager un retracement vers les 2900 points avant de repartir à la hausse. Ok, donc voilà, après sur le marché des alts, c'est assez hétérogène globalement. On a de la perf sur certains projets, on a des difficultés sur d'autres. Ok, après globalement ce qu'on observe c'est que c'est toujours à peu près les mêmes en ce moment qui sont assez solides. Le Hype, le BNB, ENA, voilà, qui tiennent la baraque et d'autres à côté de ça qui sont un petit peu plus en difficulté. Mais rien d'inquiétant pour moi très clairement aujourd'hui sur le marché crypto. Je pense qu'il faut tout simplement prendre son mal en patience. On a des choses qui se construisent, on a des premières structures haussières qui se sont mises en place. Il faut attendre de valider tout ça avec de nouveaux breakouts de résistance daily. Et si ça se met en place, alors on pourra vraiment avoir quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense que pour avoir une vraie grosse altisone, de toute façon, il faudra une conjoncture macroéconomique plus favorable, des taux plus bas, et donc peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard dans l'année 2025, voire au début de l'année 2026. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la partie crypto. Je termine juste avec une petite actualité assez intéressante justement sur la partie crypto. On a PayPal qui vient d'annoncer quelque chose d'assez extraordinaire et qui innove en lançant Pay with Crypto, ce qui va permettre désormais à plus de 100, à des milliers et des millions de commerçants américains d'accepter plus de 100 crypto-monnaies différentes avec une conversion instantanée en fiat ou en stablecoin et surtout avec des frais ultra compétitifs, seulement 0,99% par transaction, ce qui pourrait réduire les coûts transfrontaliers jusqu'à 90%. Donc là, on a vraiment une initiative qui est hyper intéressante, qui est hyper bullish pour la suite. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, on suivra tous les événements importants de la semaine en live, d'accord, sur nos différents réseaux sociaux. Donc abonnez-vous et rejoignez le serveur Discord pour ne rien louper. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Fin.